Donc je soumets à votre réflexion cette formule « l'espace, un rien, par quoi tout a lieu ». Alors d'abord, pourquoi cette formule « un rien, par quoi tout a lieu ». Donc cette formule m'est venue à l'esprit justement en lisant Kant. Mais l'exposé de Claude ne nécessite évidemment pas que je vous représente la pensée de Kant, mais c'est simplement une petite notation au détour de la fin d'un chapitre de la critique de la raison pure après l'esthétique transcendantale. Kant dit que finalement l'espace peut être qualifié de nihil, le mot latin qui veut dire rien. Et c'est assez étonnant. Alors, comme Claude Diavolante est un auteur qui opère des distinctions peut-être encore plus que tout autre, et donc Kant distingue plusieurs formes de nihil. Il dit il y a le rien, qu'il appelle ens rationisme, peu importe, le rien des objets de pensée qu'on ne rencontrera jamais dans l'expérience. Donc je peux penser le commencement du monde, je peux penser l'âme, mais comme cela ne rentre pas ne se plie pas à la forme du temps et de l'espace, eh bien c'est un rien au regard de l'expérience. Ce n'est pas un rien au regard de la pensée, mais c'est un rien au regard de l'expérience et un rien du point de vue, par conséquent, de la connaissance. Une première forme de rien. Il y a une autre forme de rien, une autre forme de nihil, qu'il appelle le nihil privativum, le rien de la privation. Donc, rien à manger, voilà, donc c'est une privation au regard de l'alimentation. Le froid est un rien de chaud, de chaleur, il n'y a pas de chaleur quand il fait froid. Nihil privativum, et là c'est une réalité empirique. Et puis il y a une troisième forme de rien, c'est la contradiction logique, où là c'est vraiment rien du tout, un cercle carré. Donc c'est ce qu'il appelle le nihil negativum. Donc là c'est le super rien, pour dire, enfin le rien négatif. La contradiction dans les termes, c'est même pas pensable. Et c'est pas objet d'expérience non plus. Et puis il y a la quatrième forme qui nous intéresse, c'est ce qu'il appelle l'ens imaginarium, l'être imaginaire, imaginarium, qui est en même temps un nihil, et c'est le propre de l'espace. Donc l'espace est une sorte de rien qui ne correspond à aucune des trois catégories précédentes. C'est un rien, dit-il, qui a un rapport avec l'imagination. Bon, on pourra peut-être développer ce point, mais je voudrais surtout insister sur la raison pour laquelle l'espace est pensé comme un rien, mais ce n'est pas l'une des trois formes énoncées plus haut, mais c'est un rien. Pourquoi ? Eh bien, cela s'articule à ce qui a été dit à l'instant, parce que c'est une forme. C'est-à-dire que l'espace est d'abord et avant tout condition d'apparition des objets pour nous. Donc, en tant qu'il est condition d'apparition des objets, donc des phénomènes pour nous, c'est-à-dire ce qui est ici peut m'apparaître parce que justement c'est bien distinct de ce qui est là-bas. Si tout apparaissait au même moment, au même endroit, rien n'apparaîtrait pour moi. Donc, l'espace est condition d'apparition sous l'ordre de l'extériorité. Donc, le ici et le là-bas, condition de distinction et condition d'apparition, condition de distinction. Mais en tant qu'il est condition, eh bien, la condition, elle précède ce qu'elle conditionne. La condition précède ce qu'elle rend possible. Donc, elle ne se confond avec rien. La condition d'apparition de la chaise, du mur, des télévisions, des écrans, de vous, de moi pour vous, cette condition, elle ne se confond avec rien de ce qu'elle rend possible. Donc, il faut que la condition d'apparition n'ait pas de contenu pour qu'en elle, quelque chose puisse apparaître. Et en ce sens, on peut dire qu'il y a une certaine parenté entre la pensée de Kant et ce qui, avec Husserl, sera appelé phénoménologie. Donc la phénoménologie
c'est une attention à l'apparaître, avec de multiples aspects. Mais on est toujours dans cette question, à quelles conditions quelque chose peut-il m'apparaître? Eh bien, la réponse, les choses viennent à moi sous la condition de l'espace. Et donc, l'espace est rien. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de déroutant, parce qu'on peut, d'une certaine manière, s'accrocher au lieu. Le lieu est quelque chose. Je peux le situer. Et donc, on aura, et vous aurez plaisir avec vos professeurs et mes collègues à creuser les distinctions entre le lieu, la place, la situation, l'emplacement, la position, etc. Mais toutes ces réalités, lieu, place, emplacement, position, etc., sont quelque chose. Mais sont quelque chose parce qu'il y a la condition qu'est l'espace, condition d'apparition, qui elle-même n'est rien. Donc, on peut dire en ce sens que c'est un rien par quoi tout a lieu. Tout a lieu au sens de tout advient, tout m'advient. Ce qui m'apparaît, ce qui advient, avoir lieu, on pourrait dire, ça nous renvoie à la catégorie du fait et peut-être aussi à la catégorie de l'événement. Cela a lieu. Mais vous voyez bien que si ça a lieu, c'est parce que ça m'apparaît sous la condition de l'espace. Donc l'espace, un rien par quoi tout a lieu. Imaginons quelques instants que cette formule soit proposée à votre réflexion, enfin c'est ce que j'essaie de faire, mais si vous aviez à la examiner tout seul, vous poseriez quelques questions. Et puis vous verriez peut-être qu'il y a une certaine ambiguïté dans la formule, qu'elle comprend aussi un paradoxe, et peut-être qu'elle soulève un problème. Et donc, je me fais votre porte-parole auprès de vous, en d'autres termes. Donc, les 3 points que je vais développer, ce sont les suivants. Donc, cette formule comprend une ambiguïté. Cette formule comprend une ambiguïté, un rien par quoi tout a lieu. Et cette ambiguïté, on peut la lier à la notion de « il y a », à l'expression « il y a ». Deuxième axe de réflexion, cette expression, elle soulève un paradoxe. Et ce paradoxe, on peut le lier à la notion du possible. Et enfin, elle soulève un problème que l'on peut articuler à la notion de sans lieu, pas de lieu. Donc, j'examine successivement ces 3 aspects, si vous voulez bien. Donc, un rien par quoi tout a lieu. Si on laisse un peu résonner cette formule, on pourrait se dire, mais c'est effrayant. Un rien par quoi tout a lieu. On pourrait dire, d'une certaine manière, c'est l'horreur absolue. Parce que le rien est indéterminé et il rend possible tout qui est en lui-même. Rien, ça n'a pas de détermination. Et tout, au sens de tout et son contraire, de tout et n'importe quoi, c'est aussi totalement indéterminé. Or, on voit bien qu'il y a sans doute une loi du réel. Une loi du réel qui est précisément la nécessité de la détermination. Si nous sommes ici cet après-midi, c'est que nous ne sommes pas en même temps ailleurs. Ce qui existe suppose l'exclusion des contraires. Et en ce sens, on peut dire que l'indétermination, c'est non seulement l'arbitraire, mais c'est aussi peut-être la condition du chaos. Tout se vaut. Eh bien, rien ne se tient. Si tout est possible, rien n'est possible. Si tout est possible simultanément dans l'indétermination du tout
tout est possible et son contraire. Rien n'est possible, puisque le possible donne lieu au réel. Et le réel, il existe par l'exclusion des contraires. Donc, en ce sens, cette idée d'un rien par quoi tout a lieu, ça nous prépare d'une certaine façon à l'horreur absolue de tout et son contraire, c'est-à-dire aussi de la barbarie, de l'impersonnel, de l'anonymat, d'une certaine manière du chaos. Et justement, c'est ce que Emmanuel Lévinas, dans un ouvrage écrit en captivité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et publié en 1947, un ouvrage intitulé « De l'existence à l'existant », Emmanuel Lévinas, L-E accent aigu V-I-N-A-S, souligne ceci, c'est que, alors il y a un débat en arrière-plan avec Heidegger, il s'oppose à Heidegger en arrière-plan, mais je n'entre pas dans le détail, mais il souligne ceci, c'est que l'existence impersonnelle a quelque chose de potentiellement barbare, l'existence impersonnelle est horrible, c'est l'horreur de l'anonymat, une espèce d'englument impersonnel, et il oppose à l'existence, d'où le titre, de l'existence à l'existant, il oppose à l'existence l'existant singulier, déterminé, et par excellence l'existant qu'est autrui, qui est justement, qui nous arrache à l'anonymat. Et ce qu'il dit, c'est que justement, et la langue française nous y aide, il nous dit qu'il y a une expérience de l'existence effrayante, indéterminée, c'est l'expérience de ce qu'il appelle le « il y a ». Il y a, en français, vous avez appris que la troisième personne du singulier, il, peut être qualifié de pronom impersonnel, ce qui est assez paradoxal. La troisième personne est un pronom impersonnel. Il y a, il neige, il faut, il pleut, il vente. Le « il » indique donc l'impersonnel, l'anonymat, le vide, la vacuité. Et donc, il décrit des expériences dans lesquelles nous sommes comme saisis par l'anonymat du « il y a », par ce rien par quoi tout est possible, dans l'horreur de l'indétermination. Et c'est l'expérience, par exemple, de l'insomnie. Dans l'insomnie, je ne pense pas que, j'espère que vous n'avez pas trop ce genre d'expérience, mais on peut dire que de l'insomnie, on a le sentiment, justement, c'est la nuit elle-même qui nous envahit, quelque chose est, mais on ne sait pas quoi. C'est l'expérience d'une existence indéterminée, confuse, insistante, qui exclut la relation. Les choses sont là, dans leur absurdité. Et on peut dire en ce sens que là, c'est une des expériences de l'espace. Parce que justement, l'espace m'apparaît comme ce en quoi tout peut apparaître. Tout est son contraire, tout est n'importe quoi. Deux avions qui entrent dans les Twin Towers, ça advient dans l'espace. Tout a lieu, tout est possible. J'ai affaire à un monde qui est là et qui n'a ni cause ni raison et dont je me sauve, si je peux me sauver, par la relation à autrui. Or, ce que va montrer, donc il y a une ambiguïté, ce que va montrer Lévinas un peu plus tard, dans un ouvrage intitulé « Totalité infinie », c'est que, justement, on peut penser le « il y a » d'une autre manière. En « Totalité infinie », il va montrer que si on est déjà dans la relation à autrui, donc si on n'a pas ce vide de l'anonymat, cette angoisse de l'absurdité d'une donation dans l'espace sans cause ni raison et sans contour, si on est ancré dans la relation à autrui, alors on peut jouir de ce qu'il appelle le milieu, jouir aussi de l'élément. Le milieu n'est pas le centre, le milieu, ce n'est pas ce qui est situé à égale distance des extrémités, le milieu, c'est surtout ce en quoi je suis. Je suis moi-même dans le milieu. Et là aussi, dans un débat avec Heidegger, il va insister sur le fait que
l'air, l'eau, le soleil sont des éléments en lesquels je suis, dont je peux jouir. Et d'une certaine manière, on retrouve l'idée d'une forme de rien, au sens où l'air n'est pas rien, le soleil n'est pas rien, la mer n'est pas rien, la montagne, ce n'est pas rien. Mais c'est un rien du point de vue de l'ustensile, c'est un rien du point de vue de l'instrumentalité. Et là, il s'oppose à Heidegger en insistant sur le fait que quand je bois de l'eau, quand je respire l'air, quand j'évolue dans l'espace, je ne transforme pas l'air, l'espace, même l'alimentation, en instrument. Parce que l'instrument suppose un rapport d'extériorité. Et l'instrument, il est entièrement déterminé par le but qu'il rend possible. Mais l'air que je respire n'est pas déterminé entièrement par le but, et l'air que je respire, je suis en même temps dedans. Donc l'expérience de l'espace, c'est l'expérience d'une coappartenance. Mais justement une coappartenance avec un milieu qui a assez d'indétermination pour faire advenir ma vie. Donc un rien par quoi tout a lieu, ici c'est un rien qui est un rien sous l'angle de l'ustensile, et par quoi tout a lieu, c'est-à-dire les possibles de ma vie. Donc il y a l'air, et donc là on a un rapport à ce qui est donné dans l'espace, à ce qui m'advient, qui est un rapport de gratitude et non plus d'horreur. Mais ça suppose, dit-il, ce n'est pas contradictoire avec l'ouvrage de l'existant à l'existant, ça suppose déjà d'avoir une relation à autrui. En d'autres termes, je ne peux affronter l'espace qu'à partir d'une relation à autrui, parce qu'autrement, je retombe dans l'expérience de l'horreur du « il y a » anonyme. Et donc, voilà mon première partie, premier point. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, c'est l'ambiguïté de cette expression, un rien, par quoi tout peut advenir. En cours de route, nous avons croisé la notion de possible. C'est le deuxième point sur lequel je donne quelques indications. Il y a un paradoxe de l'espace. Un paradoxe de l'espace qui tient à ceci, justement parce que c'est une condition d'apparaître. La condition sous laquelle le monde m'est donné, la condition sous laquelle les choses m'apparaissent. Condition qui, comme on l'a dit, est un rien, puisqu'elle n'a pas de contenu, puisque justement elle est condition. Elle est en retrait, cette condition. L'espace est en retrait par rapport à ce qu'il rend possible. Le paradoxe est le suivant. Condition de possibilité. Il tient à cette notion, condition de possibilité. On a dit tout à l'heure que une possibilité est ordonnée à la réalité. Quelque chose qui serait possible, mais qui ne serait jamais réel, on pourrait finir par se demander si c'est vraiment possible. Le découragement, il vient de là. C'est qu'on considère pendant un temps quelque chose de possible, donc on espère que ça va devenir réel. Mais on désespère quand on considère que ce possible reste coincé, on pourrait dire, dans les nébuleuses du potentiel, sans jamais devenir réel. Il y a, pour dire, une sorte d'énergie du possible à devenir réel. Une urgence du possible, peut-être même à devenir réel. Donc, la condition du possible, eh bien, elle est orientée à la négation du possible. En d'autres termes, le possible se nie lui-même en devenant réel. Il se nie en tant que possible. Puisqu'il est réel, ce n'est plus seulement impossible. Et simultanément, il nie les possibles contraires. L'espace porte en lui, de manière assez dramatique, ce paradoxe, c'est qu'il est condition d'avènement. Mais il y a de l'espace, le Far West, il y a de l'espace. L'espace est devant moi la possibilité de quoi? Il y a de l'espace. Ah, il y a de l'espace, je peux respirer. Il y a de l'espace, je peux marcher.
il y a de l'espace, je peux bâtir. Il y a de l'espace, je peux planter. Il y a de l'espace. Peut-être que la vérité de l'espace, elle est tout entière dans le verbe espacer. Il y a de l'espace lorsqu'on peut respirer. Et donc, lorsque l'on peut séparer, lorsque l'on peut mettre à distance, ce qui veut dire que l'espace est justement déterminé par ce champ des possibles offert devant moi, mais ce champ des possibles, il est appelé à sa propre négation. Pour dire de manière un peu emblématique et caricaturale, un promoteur immobilier arrive dans une plaine et il dit « Ah, il y a de l'espace ». Là, le pire est à craindre. Un promoteur immobilier qui dit « Ah, il y a de l'espace », vous pouvez être sûr qu'il va actualiser la potentialité de l'espace, il va réaliser le possible, optimiser, faire des parcelles de 150 mètres carrés pour mettre des maisons de 80 mètres carrés au sol, avec des ruelles de 2 mètres de large. Donc il va optimiser l'espace. Ce sera un beau sujet. Qu'est-ce que optimiser l'espace ? Optimiser l'espace, ça peut être réaliser les possibilités de l'espace. Mais du coup, on voit bien que la condition par laquelle quelque chose peut m'apparaître est en même temps abolie par l'apparaître lui-même. Puisque là, justement, de l'espace, là, il y a des conditions de l'espace, mais là où il y a quelque chose, il ne peut pas y avoir autre chose. Donc, une fois que l'on a saturé la condition d'apparition, eh bien, plus rien d'autre ne peut apparaître à la place. Ce qui veut dire que l'espace suppose un paradoxe, c'est qu'il suppose toujours le paradoxe de la condition d'apparition, qui est une condition de possible. Cette condition de possible, elle est ordonnée à la négation du possible par la réalisation. Donc on va bâtir une ville là où il y a de l'espace. Mais une fois qu'on a bâti une ville, il n'y a plus d'espace. Donc on pourrait en ce sens dire qu'il y a une tension interne à l'espace, et on pourrait formuler ça en distinguant conditions de possibilité et conditions du possible. Conditions de possibilité, et on pourrait mettre possibilité au pluriel, il permet qu'il y ait telle réalité concrète, telle et telle détermination concrète à tel endroit, condition de possibilité. Mais l'espace est aussi condition du possible en tant que possible. Il est condition du possible, c'est-à-dire justement, et peut-être paradoxalement, d'un possible qui n'a pas à devenir réel. Condition du possible en tant que possible, qui n'a pas à devenir réel, c'est-à-dire que l'espace, vous voyez, un adjectif que l'on associe volontiers à espace, c'est l'adjectif grand, et peut-être au pluriel même, les grands espaces, la vastitude, die weite Welt, le vaste monde. On peut penser à Baudelaire, dans le fameux poème Élévation, dans l'immensité profonde. Le rapport joyeux à l'espace, c'est un rapport de circulation sans obstacle, qui justement jouit de la condition d'apparition du possible en tant que possible. Il y a de l'espace, je peux circuler dans l'espace. Peut-être que pour penser à l'espace, il faut une philosophie de la respiration. Et en ce sens, c'est ça sans doute le rien par quoi tout a lieu, mais ici, tout a lieu, y compris ce qui n'a, pour dire le non-lieu, en d'autres termes. Un rien par quoi tout a lieu, et là on pourrait retrouver l'idée de que tout a lieu, tout est son contraire, et justement ça n'a peut-être pas lieu d'avoir lieu. Un rien par quoi tout a lieu, et peut-être y compris le rien qui n'a pas lieu. Et c'est peut-être la vérité de l'espace, d'être toujours le champ des possibles offert devant moi. Et là, on pourrait dire que c'est peut-être aussi la responsabilité de l'urbaniste ou la responsabilité de l'architecte que de laisser toujours l'espace vide. C'est-à-dire que c'est se retourner contre l'espace que de vouloir le saturer. L'espace, un rien par quoi tout a lieu, est toujours en retrait par rapport à ce qui apparaît.
Si donc on sursature l'apparaître, eh bien, on abolit la condition de... Et donc la vérité de l'espace, elle est justement peut-être dans ce qui est caché, dans ce qui n'est pas, justement appelé à avoir lieu. D'où le deuxième volet, un rien par quoi tout a lieu. On pourrait dire, mais justement, l'idée de lieu, avoir lieu, ça nous renvoie au fait et aussi à l'événement. Cette notion, c'est très bien ainsi, puisque vous le ferez vous-même. Mais le lieu, ça nous renvoie aussi à la notion de condition. Mais donner lieu, c'est rendre possible. Et le lieu, cela aussi signifie l'obligation. Il y a lieu de. Et donc, si on revient à la formule initiale, un rien par quoi tout a lieu, on pourrait se demander, mais au fond, est-ce que tout ce qui a lieu a-t-il lieu dans l'espace? Tout ce qui a lieu a-t-il lieu dans l'espace? Est-ce qu'il n'y a pas un événement qui pourrait justement avoir lieu sans lieu? Un événement qui pourrait avoir lieu sans lieu. Et là, je vous renvoie à quelques lectures. On pourrait dire que les cherchent de la vérité. L'irruption de l'évidence première, je suis, c'est un événement qui a lieu et qui donne lieu, qui fondamentalement est un Dieu, même si Descartes a besoin de son poil et être à l'écart, mais il pourrait être à l'écart n'importe où. Donc il y a quelque chose qui a lieu, mais qui au fond, eh bien, n'est pas dans un lieu, n'est pas déterminé par un lieu. Et on peut revenir à Lévinas. La rencontre d'autrui, en tant qu'il m'apparaît comme ce qui transcende mes pouvoirs, autrui est au-delà de ce que je peux en dire, en faire, en conceptualiser. Lévinas établit un parallèle entre l'apparition d'autrui et l'infini. Et il définit le visage en disant que le visage, c'est autrui en tant qu'il excède l'idée de l'autre en moi. Le visage, c'est autrui en tant qu'il excède l'idée de l'autre en moi. C'est-à-dire, je peux avoir une idée de l'autre, mais ça n'enferme jamais autrui. Comme je peux avoir une idée de l'infini, mais ça n'enferme jamais l'infini. Donc, autrui, le visage, autrui en tant qu'il excède l'idée de l'autre en moi, m'apparaît sur le mode de l'extériorité. C'est le sous-titre du livre Totalité infinie, essai sur l'extériorité. Il m'apparaît sur le mode de l'extériorité, c'est-à-dire une profonde altérité inassimilable. Sur le mode de l'événement, je n'ai pas demandé à être confronté à cette irruption d'autrui qui m'arrache à mon enfermement en moi-même. Une extériorité qui a lieu, mais qui justement a lieu sans lieu. C'est-à-dire que l'extériorité ici n'est pas spatiale. C'est une notion peut-être difficile à envisager, mais tout à fait pensable, et vous êtes tout à fait capable de méditer ça. Une extériorité qui n'a rien à voir avec la spatialité. C'est-à-dire une altérité qui transcende tout lieu. Et là, on a affaire à quelque chose qui a lieu, mais qui n'a pas lieu par l'espace. Alors, question pour conclure, comment se fait-il qu'on ait besoin du vocabulaire spatial, avoir lieu, pour signifier quelque chose qui justement n'a pas de lieu? Cela n'a pas de lieu, mais cela a lieu. Donc comment se fait-il qu'on ait besoin de recourir à un vocabulaire spatial pour désigner quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'espace? Eh bien, il y a une première réponse.
que je vais écarter. Une première réponse qui consisterait à dire que cela est le signe, voire la preuve, du caractère illusoire qu'il y a à transcender l'espace. Comme on a besoin du vocabulaire spatial pour désigner ce qui à nos yeux est au-delà de l'espace, c'est bien la preuve qu'on ne peut jamais s'en sortir de l'espace. On ne peut pas sortir de l'espace. Et donc, c'est une illusion de croire qu'il peut y avoir quelque chose qui a lieu, sans avoir de lieu. Mais j'écarte cette réponse pour donner une seconde réponse, qui est la suivante. C'est qu'en fait, l'espace lui-même nous apprend à accueillir ce qui est sans lieu. Parce que justement, l'espace est toujours en retrait par rapport à ce qui advient en lui. Avoir le sens de l'espace, c'est avoir le sens du vide, avoir le sens du rien. Je regarde l'espace du haut d'une montagne, je vois la vallée, eh bien, il y a plein de choses, mais en même temps, il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse attirer mon attention et la polariser définitivement. Je suis heureux face à l'immensité de l'espace parce que justement, il y a place pour le rien. Et donc, l'espace est ce par quoi nous sommes initiés à l'accueil de ce qui transcende la chose, parce qu'il en est la condition d'apparition et qu'il ne se confond pas avec elle. Et donc, pour comprendre l'espace, il faut le laisser être dans sa vacuité, dans sa vacance, dans son rien, et donc le laisser être dans le silence. Merci de votre attention.